Donc, je suis Thibaut Villette, le responsable de la mission pour la Seine-Saint-Denis. Donc, juste un petit rappel, la MMPCR, c'est un centre ressources pour les professionnels de Seine-Saint-Denis et de Paris. Les professionnels nous sollicitent pour mieux comprendre, mieux prendre en charge des conduites à risque récurrentes ou émergentes dans leur public suivi. Par rapport au thème du jour, on a commencé à être sollicité il y a environ 7 ans par de plus en plus de professionnels qui nous ont alertés sur l'émergence de conduites pré-prostitutionnelles ou prostitutionnelles que les jeunes appelaient michetonnage. On a donc commencé à mener un travail de sensibilisation auprès des professionnels ainsi qu'une recherche-action et on a abouti à la rédaction d'un guide pratique intitulé Prévenir le michetonnage chez les adolescents, comprendre le phénomène pour repérer et agir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Que fait-on ces derniers temps sur le sujet? Tout d'abord, par exemple, si on prend la question de la Seine-Saint-Denis, il y a une forte mobilisation de tous les acteurs, il faut le souligner. Les acteurs au niveau des services de l'État, des services départementaux, du monde associatif. Quand on parle de l'État, c'est effectivement au niveau de la préfecture qui coordonne cela, avec l'éducation nationale, l'ensemble des services, mais aussi police-justice, il faut le rappeler, évidemment, qui travaille sur la protection des victimes et aussi la condamnation des proxénètes et des clients. Un petit rappel de la loi sur le sujet, la prostitution des mineurs est interdite. C'est la loi du 4 mars 2002 qui dispose la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Et en vertu de la loi, donc c'est important de le rappeler aussi, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève donc de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. Donc nous, pour nous, la mission, effectivement, on est là pour les professionnels et pour un travail de ressources en termes de formation et d'outils. Et donc quand on parle d'outils pédagogiques, bien sûr, sur le sujet, il y en a quelques-uns, mais on ne peut pas dire que ça foisonne. Et sur le registre de la formation, effectivement, on connaît aussi le peu encore de formation, même si ces dernières années, il faut le souligner, c'est des choses qui sont en développement, liées aussi à un phénomène, et nos invités viendront, qui nous semble en tout cas en croissance, ou en tout cas qui préoccupe de plus en plus vous, les professionnels. Il nous semble aussi important à la mission, il faut le rappeler, que la prévention primaire, donc tout ce qui est éducation à la vie affective et sexuelle, est aussi prépondérante en termes de socle de connaissances, d'informations, de premier dialogue avec les collégiens. On évoque tout cela d'ailleurs, je le dis dans notre dernière newsletter de la mission sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Bien sûr, il existe aussi des outils pédagogiques plus spécifiques. On essaye en tout cas nous à la mission, de les mettre en ressources, des vidéos, des jeux, etc. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec nos deux invités. Le sujet, il est aussi évidemment complexe à traiter en outils pédagogiques. Il en existe plusieurs. En tout cas, il nous a semblé intéressant aujourd'hui, et Emmanuel Meunier y reviendra juste après, de présenter le flyer de l'ACPE, l'Association contre la prostitution des enfants, un outil qui s'appelle le michetomètre. Avant de laisser la parole à Emmanuel Meunier, juste un petit mot. Donc, il y avait plus de 400 personnes inscrites à cette conférence. Ça montre aussi l'importance de traiter ce sujet avec vous, les professionnels. Beaucoup de personnes du monde associatif, beaucoup de collectivités territoriales et aussi l'éducation nationale. Et en regardant un petit peu mieux les inscrits, on voit qu'il y a beaucoup de professionnels de l'aide sociale à l'enfance et de la prévention spécialisée. Voilà, on est bien dans ce registre-là aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole maintenant à Emmanuel Meunier qui va présenter l'objet de la conférence, plus précisément en tout cas, et puis nos deux invités que je remercie d'être présents, Katia Boudry, sociologue, Arthur Melon de la CPE. Merci et à tout à l'heure. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle e-conférence de la MPCR, aujourd'hui consacrée à un outil de prévention intitulé le michetomètre. Alors nous accueillons deux intervenants, Arthur Melon, secrétaire général de l'association Agir contre la prostitution des enfants, qui est l'association qui a conçu cet outil, et Katia Boudry, chercheuse au CNRS GEMAS, qui a mené récemment des enquêtes sur les conduites prostitutionnelles adolescentes à Montreuil et pour la MPCR sur la question de l'accueil dans les foyers.
et elle mène actuellement une enquête pour l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Katia Baudry a été associée à la conception du michtomètre. Alors, si nous avons souhaité mettre en valeur le michtomètre, c'est un petit outil, c'est parce que les retours de ceux qui l'ont expérimenté sur le terrain avec des jeunes concernés nous ont confirmé la pertinence de ce couteau suisse de la prévention. Alors, j'ignore si la métaphore du couteau suisse flattera ses concepteurs, mais ce petit objet permet d'engager le dialogue avec les publics sur plusieurs questions distinctes et connexes. Le michtomètre permet tout d'abord de soulever la question: qu'est-ce qu'une relation sexuelle et affective, respectueuse et librement consentie? Question centrale, car les jeunes filles engagées dans ces conduites développent leur sexualité en se référant à des modèles hypersexualisés qui enferment la femme dans une position de soumission au désir de dominance masculin. L'outil interroge ensuite les pratiques prostitutionnelles, des plus informelles jusqu'à celles qui sont structurées par des réseaux. Et enfin, l'outil questionne le risque de basculement dans le proxénétisme. Alors, Arthur Melon nous présentera la CPE, le michtomètre, son processus de création et les premiers éléments d'évaluation. Et Katia Baudry soulignera la nécessité pour les professionnels de se confronter aux réalités crudes des pratiques qui se développent à l'ombre des réseaux sociaux s'ils veulent accompagner ces jeunes filles qui ont le plus grand mal à s'auto-identifier comme victimes de violences et d'exploitation. Vous pouvez nous adresser des questions et commentaires, soit via le chat ou par mail, tout au long de nos échanges. Vos questions nous seront transmises et elles animeront la dernière partie de nos échanges. Je passe à présent la parole à Arthur Melon, secrétaire général de la CPE. Bonjour, merci beaucoup à la MMPCR de cette invitation et de nous permettre de présenter le michtomètre. Avant de le présenter, je vais dire quelques mots de la CPE de manière assez succincte pour que vous puissiez savoir qui s'adresse à vous. Donc, je fais un petit partage de connexion. J'espère que vous voyez tous bien. Donc, pour faire vite sur la présentation de notre association, c'est une association qui avait été créée à l'origine dans les années 80 pour alerter le grand public et les institutions sur l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, communément appelé tourisme sexuel. C'est une petite association qui est située à Paris et qui a pour mission essentiellement de faire de la sensibilisation, du plaidoyer auprès des responsables institutionnels, mais également auprès du grand public, pour faire en sorte que ce sujet soit connu de tous. Une particularité de l'association, c'est qu'on est assez avancé sur la recherche en matière de législation et sur les questions judiciaires. Donc, on se constitue partie civile dans de nombreux procès, à la fois pour proxénétisme sur mineurs, mais également sur l'ensemble des violences sexuelles qui sont commises à l'encontre des mineurs, pédocriminalité, pédopornographie, ce qui nous permet de nourrir des réflexions et de faire des constats sur l'application du droit, sur la protection des victimes, sur la répression des violences. Et puis, nous accompagnons également des parents d'adolescents en situation de prostitution qui nous demandent des conseils sur leurs droits, sur les démarches à accomplir, et nous leur proposons un espace d'écoute et un soutien moral. Donc, ça fait depuis à peu près une dizaine d'années que l'association a particulièrement concentré ses efforts sur la prostitution des adolescents en France, partant du constat que plus personne n'ignorait l'exploitation sexuelle des enfants dans les pays lointains, mais quand il était question de la prostitution chez nous, bien évidemment, la question était beaucoup plus difficile à aborder. On s'est heurté à pas mal de tabous et de déni. Donc, les outils ont été les mêmes, faire de la prévention, de la sensibilisation auprès du grand public. Et également, maintenant, nous proposons de la formation auprès des professionnels. La plupart des professionnels qui assistent à nos formations sont des travailleurs sociaux. Voilà, donc voici un petit aperçu des différents outils qu'on a été amené à créer, des affiches, des numéros pour les enfants, un numéro spécial de mon quotidien. Notre dernière édition de notre rapport sur l'exploitation sexuelle des mineurs en France, que vous voyez en bas à droite, est disponible en ligne sur notre site internet. Et puis,
nous éditons des outils à destination des professionnels et des parents. Et donc, vous voyez au milieu le michtomètre que je vais vous présenter tout de suite. La permanence ado-sexo, c'est une nouveauté de cet été qui est animée par Hélène David, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que vous avez notamment en Seine-Saint-Denis l'association Asteria animée par Katia Baudry et Hélène David qui propose également de l'aide aux professionnels, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question. Voilà, donc pour arriver dans le vif du sujet, donc qu'est-ce que le michtomètre? Le michtomètre, il est parti d'un constat que nous faisons tous, c'est que la difficulté principale pour aider les adolescents en situation de prostitution, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas justement en situation de prostitution et ne reconnaissent pas le fait qu'ils puissent être victimes et en danger. Puisque bien entendu, il y a une banalisation, une glamorisation des conduites prostitutionnelles par les thèmes michetonnage, escorting. On voit des pratiques qui sont pas de la prostitution stricto sensu, mais qui sont des conduites pré-prostitutionnelles, comme par exemple les cam girls qui vont faire des shows érotiques devant des caméras en échange d'argent. On a également beaucoup de phénomènes de chantage affectif et de filles qui acceptent de faire des actes sexuels parce qu'elles ont peur d'être rejetées par leurs petits copains ou de ne pas être acceptées dans un groupe. Donc il y a tout ce halo de la prostitution, de la pré-prostitution qui n'est pas bien conscientisé par les ados concernés. Le michtomètre a justement pour objectif d'essayer d'être une aide à cette prise de conscience et pour faciliter le dialogue avec les professionnels qui vont être en contact avec eux. Et puis c'est aussi une aide pour les professionnels qui peuvent être parfois un petit peu démunis ou mal à l'aise à parler de sexualité et a fortiori de prostitution. Donc ça peut être aussi un support qui va les inspirer et leur permettre de trouver des repères et de poser des mots dans leur discussion avec les jeunes. Alors pourquoi ce format? Beaucoup d'entre vous vont très certainement voir un lien de parenté avec le violentomètre, qui est un outil dont le michtomètre s'est inspiré et qui s'adressait aux femmes victimes de violences. Donc ça reprend le même principe, c'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit un outil très court, facilement transportable, facilement aussi dissimulable si jamais un adolescent veut le prendre de manière discrète. Et on a voulu qu'il soit non moralisateur, voire plutôt ludique pour que vraiment, d'apparence, ce soit un outil dont les adolescents aient envie de se saisir et que ce ne soit pas un repoussoir, que ce ne soit pas un outil épouvantail où les ados se disent encore des mots des adultes qui vont nous faire la morale sur ce qu'on fait. Au contraire, on a voulu faire pas vers eux pour qu'ils aient cette volonté de se saisir de cet outil. Quelle a été la méthode de travail? Comme l'a dit Emmanuel Meunier, Katia Baudry a participé à la conception de cet outil en compagnie de Claude Giordanella et Laetitia Ménard. Donc, on a voulu s'entourer de professionnels de terrain en contact quotidien avec des adolescents en situation de prostitution, puisqu'on a vraiment voulu partir des réalités concrètes de ce qui était vécu par les adolescents, de ce qui était perçu par les adolescents, pour partir de leur vision et de les ramener vers une vision qui nous semble plus juste de la réalité. On a vraiment voulu ne pas tomber dans l'écueil de plaquer nos mots et nos perceptions trop directement sur leur perception à eux. Et ça a été un travail assez compliqué, cette ligne éditoriale, j'ose dire, pour trouver un équilibre entre donner des informations exactes, vraiment être dans une rigueur intellectuelle et morale, mais en même temps trouver un langage passerelle, trouver une manière de faire en sorte que le dialogue puisse vraiment s'établir et qu'encore une fois, que ce ne soit pas un repoussoir et que ce ne soit pas un document trop moralisateur. On ne veut pas faire fuir et en même temps, on veut vraiment donner des renseignements. Donc, on a fait plusieurs séances de travail pour rédiger cet outil et puis on a édité un échantillon de la première maquette pour qu'il puisse être testé par les professionnels qui nous ont aidés à le construire, pour que nous-mêmes on puisse le montrer lors de nos rencontres avec les professionnels, recueillir les avis, et puis on a amendé quelques endroits du michtomètre avant de le lancer à grande échelle. Par exemple, une personne nous avait fait remarquer que dans la définition qu'on a donnée d'une relation sexuelle sans danger, il pouvait y avoir des erreurs d'interprétation sur les enfants victimes d'homophobie. Je vais y revenir un instant. Donc voilà, on a essayé d'ajuster les phrases par rapport
au retour qu'on avait eu. Alors concrètement, comment est-ce que ça se présente? Donc vous avez ici la première page qui a un titre qui se veut un petit peu accrocheur, provoquant, un petit peu aussi ludique, et qui évidemment reprend le mot michetonnage. Il n'était pas question de mettre réglette graduelle d'auto-évaluation aux conduites prostitutionnelles. Ça aurait été le plus sûr moyen pour que personne n'ouvre cet outil. On a d'abord une définition de la prostitution qui reprend la définition jurisprudentielle actuellement en vigueur, en mettant quand même les mots qui sont plus enclins à utiliser, michonnage, escorting, pour qu'ils puissent comprendre que nous parlons de la même chose. Et puis, en regard, on donne aussi la définition de qu'est-ce qu'une relation sexuelle sans danger, relation amoureuse. C'est une relation consentie dans laquelle je me sens respecté et suis valorisé pour ma personnalité propre. L'autre personne ne cherche pas à me couper de mes cercles familiaux et amicaux. Au début, on avait mis que c'était une relation qui ne nous coupe pas de nos cercles familiaux et amicaux. Et une professionnelle nous a fait remarquer que malheureusement, il y a des enfants victimes d'homophobie dans leur famille qui vivent des relations saines, mais qui sont de fait coupés de leur famille. Donc, on a reformulé cette phrase pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La deuxième page reprend le principe de la réglette graduée que vous avez peut-être connu dans le violentomètre. Donc, on a 3 parties avec un code couleur extrêmement simple, vert, rouge, noir. Le vert correspond à une relation classique. Alors, c'était difficile de savoir comment nommer cette catégorie parce que qu'est-ce que le contraire de la prostitution? On s'est demandé qu'est-ce qu'on devait mettre. Donc, on a pas mal réfléchi et on est arrivé à nommer cette catégorie relation libre et respectueuse. On s'est également demandé si, au niveau de la prostitution, il fallait faire un distinguo entre prostitution et pré-prostitution. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, vous avez donc la partie noire qui correspond aux actes de proxénétisme qui sont malheureusement assez fréquents, même parmi les adolescents. Voici un petit détail de la partie verte. Donc, on a des exemples. J'ai la possibilité de dire non et il, elle respecte mes décisions. Ou par exemple, il, elle me laisse m'habiller comme je veux. Je montre et je cache ce que je veux. Par rapport à la partie rouge, on a ce que j'appellerais la prostitution stricto sensu et puis le halo de la prostitution ou la pré-prostitution. Donc, par exemple, le premier item, c'est je séduis des personnes pour obtenir des cadeaux, ce qui est assez classique dans les actes de michetonnage. Et on s'était demandé est-ce qu'il fallait scinder en deux avec les actes de pré-prostitution et les actes qui correspondaient de manière juridique à la prostitution en tant que telle. Et on s'est dit que on allait peut-être introduire trop de confusion et s'attirer un peu des critiques. Donc, on a préféré tout mettre dans la catégorie prostitution, même si c'est pas parfaitement exact ni du point de vue juridique. Mais voilà, c'est un parti pris que nous avons fait. Donc, on a, par exemple, j'accepte ce que mon copain ou ma copine parce que j'ai peur qu'il, elle me quitte. Qui relève plus finalement d'un chantage affectif qui juridiquement n'est pas à proprement parler de la prostitution, et puis des actes qui le sont véritablement. En échange d'une récompense, il, elle me demande un acte sexuel. Là aussi, on s'est demandé ce qu'il fallait mettre rémunération, récompense, contrepartie. On s'est dit que récompense était le terme qui pouvait être le plus facilement compris de toutes et de tous. Et puis on a mis entre parenthèses de quoi il était question plus concrètement. Sur la partie noire du proxénétisme, on a mis les actes qui sont le plus souvent commis par les personnes en situation de prostitution ou des personnes qui n'ont jamais été elles-mêmes en situation de prostitution et qui sont perçus le plus souvent comme étant simplement donner des bons plans, se rendre service, alors que ce sont des actes graves et qui sont très sévèrement réprimés par la loi. Donc, par exemple, j'ai donné des conseils à des personnes qui débutent, j'ai prêté mon téléphone, j'ai présenté quelqu'un à celui ou celle qui me gère. Alors, ça a été un peu compliqué de savoir comment formuler les phrases. Comme vous le constatez, la plupart des phrases sont formulées à la première personne du singulier parce qu'on a voulu vraiment faire en sorte que les phrases soient le moins interprétables possible et qu'elles soient écrites de la même façon qu'une adolescente peut se les formuler elle-même.
On voulait pas qu'on mette des phrases qui soient à la troisième personne du singulier et que donc ce sont des phrases qui parlent de l'intention des proxénètes ou de l'intention des clients, parce que les ados n'ont pas forcément le recul pour avoir bien conscience de quelle est l'intention véritable qui se cache derrière un pigeon, un client ou un loverboy. Donc on a vraiment voulu partir de l'expérience et des pensées propres à la personne qui va lire cet outil pour qu'elle puisse vraiment se poser des questions sur elle-même et pas faire des spéculations sur ce que pensent les autres ou quelles sont leurs intentions. On a en troisième page un lexique, puisque on est bien conscient qu'il y a des termes qu'on peut utiliser qui ne sont pas forcément bien interprétés, et donc il était essentiel pour que les mots employés dans la réglette soient compris. Donc on a fait un lexique qui porte sur la sexualité de manière générale, pas une sexualité de l'ordre délictuel, mais une sexualité au sens classique général, et puis un lexique qui porte plus spécifiquement sur les questions de prostitution. Donc on a ici le dico-sexo qui rappelle de quoi on parle quand on parle de relations sexuelles, de rapports sexuels, de quoi parle-t-on quand on parle de fellation, de sodomie. C'est vraiment extrêmement important parce qu'il y a parfois des victimes de violences sexuelles qui ne sont pas forcément conscients que ce qu'ils ont vécu, ça s'appelle une pénétration, ça s'appelle un viol. Je pense par exemple à une association qui faisait de la prévention dans le milieu scolaire, et un enfant disait non, il m'a pas sodomisé, il m'a juste mis un doigt dans l'anus. Bon bah ça s'appelle concrètement une sodomie. Donc c'est important vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu et d'ailleurs ce sont des mots qui sont pas c'est des mots de la sexualité classique, qu'un tabou à faire en sorte de leur donner les mots classiques pour décrire la sexualité. On rappelle quand même que si ces actes sont commis sans le consentement de la personne, il s'agit d'actes de violence qui sont punis par la loi. Et puis du côté du dico michto, on reprend les actes, les mots qui sont le plus souvent employés quand il est question de prostitution ou de pré-prostitution. Donc on explique qu'est-ce que la prostitution, l'escorting, le michetonnage, mais également qu'est-ce que le proxénétisme, qu'est-ce qu'un loverboy. On rappelle d'ailleurs que dans le proxénétisme qu'il n'est pas nécessairement nécessaire d'avoir de l'argent, de toucher de l'argent de la prostitution ou d'être la tête pensante et organisatrice d'un réseau pour être poursuivi pour proxénétisme. Et on rappelle également des définitions telles que sugar daddy ou pédopornographie. On rappelle également en bas que le droit considère la prostitution et que donc les clients et les proxénètes sont punis par la loi. Vous remarquerez quand même que les phrases sont quand même écrites de manière discrète. On n'a pas voulu mettre l'emphase dessus parce que ce document n'est pas là pour leur dire que c'est mal, que c'est pas bien, que ce sont des victimes, parce qu'on ne veut pas qu'ils se disent encore des personnes qui me font la morale, mais on veut vraiment que en lisant l'outil, l'adolescente se dit bah visiblement on peut en parler, c'est pas des mots tabous, puisque j'ai trouvé cet outil à tel endroit, ça veut dire que les professionnels, les adultes avec qui je suis en contact sont prêts à l'entendre. Donc encore une fois, on voulait un outil qui soit pas anxiogène. La dernière partie, justement, concerne plus les adultes auprès de qui les adolescents peuvent s'adresser pour poser des questions, pour discuter, pour avoir de l'aide. Et là, on n'a pas voulu catégoriser la prostitution comme étant un sujet complètement isolé de toutes les autres problématiques qui peuvent concerner des enfants, mais on a vraiment voulu faire en sorte que l'enfant se sente libre d'aborder le sujet qui semble le plus important pour lui, d'autant plus que en général, on n'est pas victime simplement que de prostitution, mais on peut être victime d'autres types de problématiques telles que le harcèlement, tels que des problèmes d'homophobie. On peut aussi avoir des difficultés sur le plan de la sexualité, donc on a rappelé les endroits où on peut avoir de l'aide justement sur le plan de la contraception, sur le plan de la santé sexuelle. Ou est-ce qu'on peut aussi avoir des informations sur la vie amoureuse et affective de manière générale? Et puis, on rappelle également des sites internet utiles si on rencontre des difficultés liées aux réseaux sociaux, à Internet, au numérique, ou si on est victime d'homophobie ou de transphobie.
Alors, comment utiliser cet outil? Au début, le michtomètre, il a vraiment été pensé dans une perspective de prévention, mais le terme employé par Emmanuel Meunier de couteau suisse, en fait, je trouve qu'il est pertinent parce que cet outil, il est simple et donc il peut être utilisé selon la manière qui sera jugée la plus pertinente par le professionnel. Donc, vous pouvez décider qu'il peut être mis à disposition dans un lieu qui est fréquenté par des adolescents, mais vous pouvez aussi décider, c'est le cas de certains professionnels, de l'utiliser plus qu'outil de travail, un support au dialogue. Le michtomètre, ce n'est pas une solution qui va résoudre cette problématique et qui va dédouaner le professionnel de faire son travail. Le michtomètre est une aide à la discussion et un petit coup de pouce pour faire en sorte de faciliter le dialogue. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple lors d'entretiens individuels, pas forcément le donner directement aux jeunes, mais ça peut être posé sur votre bureau et vous pouvez vous y référer en disant, posant des questions, voilà, est-ce que tu sens que dans ta relation, tu arrives facilement à dire non? Est-ce que dans ta relation, lorsqu'on te fait des cadeaux, tu te sens redevable? Est-ce que tu sens que tu es obligé de donner le change? Et puis vous pouvez descendre comme ça les listes dans la réglette et voir quelles sont les réactions du jeune, discuter avec lui. Vous pouvez aussi questionner sur finalement, par exemple, lors d'entretiens collectifs avec des jeunes, un groupe de, je ne sais pas, 4-5 jeunes auprès de qui vous voulez faire un peu de prévention, leur donner le michtomètre et leur demander qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que ça vous semble complètement à côté de la plaque? Est-ce que vous pensez que ce sont des situations que vous avez pu constater? Pas forcément demander si eux ont vécu ces situations, mais s'ils pensent que ça correspond à une réalité. Et puis ça peut aussi servir lors de vos réunions d'équipe, parce que tous les professionnels ne sont pas forcément à l'aise de parler de sexualité, n'ont pas forcément les mots qui viennent facilement pour discuter de cela. Et ça peut être une façon aussi entre collègues de s'ajuster, de se mettre d'accord et d'essayer de créer un petit peu un vocabulaire commun, une culture commune sur cette problématique. Alors cet outil donc, il est pas parfait, il est toujours, perfectible. Moi j'ai déjà pour la prochaine édition des idées de la manière dont on peut encore plus, finement formuler les phrases. Pour vous donner un exemple, j'ai la possibilité de dire non et il respecte mes décisions. Je pense qu'il faudrait mieux mettre la prochaine fois: «J'arrive à dire non et elle respecte mes décisions». Parce qu'on peut très bien avoir une personne qui dit: «Mais évidemment que j'ai la possibilité de dire non, évidemment que je suis libre». Oui, mais est-ce que j'arrive vraiment à le faire? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, il y a toujours ce travail de reformulation qu'on peut rendre un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus en phase avec la façon dont les jeunes se formulent ça en phase avec leur perception. Et puis, il va falloir aussi, au fil du temps, être à l'affût des nouveaux termes qui sont utilisés, des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques qui vont peut-être naître d'ici 5 ou 10 ans liées à de nouveaux outils, par exemple. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut mettre à jour de manière régulière. Voilà, donc où est-ce que vous pouvez vous procurer cet outil? Vous pouvez le télécharger librement sur notre site internet. Vous avez dans le menu, dans l'onglet outils pédagogiques, deux versions téléchargeables, une version page par page et une version que vous pouvez utiliser pour l'imprimer directement dans votre bureau. Mais si vous souhaitez des versions déjà imprimées, toutes joliment plastifiées, etc., vous pouvez aussi nous contacter et puis on peut vous envoyer gratuitement des exemplaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Arthur, pour cet exposé. Alors, avant de passer la parole à Katia Baudry, je vous rappelle que mes collègues ont les yeux rivés sur le chat et recueillent toutes vos questions, vos impressions. D'ailleurs, peut-être une chose pour Katia, une personne qui ne comprend pas la différence entre michetonnage et escorting, si tu peux, un moment aussi dans le cours, au décours de ton exposé, clarifier ce que les jeunes utilisent, enfin ce qu'ils entendent et comment eux établissent des différences, bien qu'effectivement ça fasse partie du paysage de la prostitution. Voilà, écoute,
on reviendra sur le mixtomètre avec Arthur, avec les questions après ton intervention. Je te cède la parole, Katia. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer, je disais ce que je faisais effectivement aujourd'hui avec une collègue qui s'appelle Béate Collet, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne. Nous menons une étude au niveau national sur la prostitution des mineurs. Mais parallèlement à ça, nous menons sur le département de la Seine-Saint-Denis plusieurs actions, notamment l'intervention dans les établissements scolaires concernant ce sujet et en travaillant plus efficacement sur la vie affective et sexuelle avec un focus sur la prostitution des mineurs. Nous intervenons aussi auprès d'adolescentes en situation de prostitution, mais nous travaillons également avec les parents dont un enfant est inscrit dans ces pratiques. Essayez de partager le document. Donc, dans un premier temps, effectivement, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux risques prostitutionnels auxquels des adolescents, filles et garçons, ayant grandi dans des familles françaises ou immigrées établies en France et étant scolarisés dans le système scolaire français. Ce risque prostitutionnel prend des formes diverses. Effectivement, les adolescentes et les adolescents inscrits dans ces pratiques ne vont pas avoir un parcours linéaire et utiliser les mêmes formes de prostitution. Donc, il existe des pratiques de la prostitution des mineurs, donc allant de comportements pré-prostitutionnels ou de conduite appelée couramment donc le michetonnage, à des formes de prostitution plus classiques auprès de clients et aussi de clientes. Donc, il s'agit autant de rapports de séduction intéressés, donnant lieu à des cadeaux, vêtements et accessoires de luxe, téléphones, des secours, que des rapports sexuels rémunérés. Autant les adolescentes que les adultes à ces services considèrent qu'il ne s'agit pas d'agression sexuelle à proprement parler, car les filles et les garçons, je dis bien en apparence consentants. Et nous allons voir tout au long de nos rencontres avec les adolescentes dans leur discours, mais ce qu'ils renvoient aussi aux professionnels, c'est qu'effectivement, je fais ce que je veux de mon corps, c'est moi qui décide. Mais effectivement, en creusant un petit peu plus, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement des phénomènes d'emprise. Donc, pour répondre tout de suite à la question concernant la différence entre le michetonnage et l'escorting au regard des adolescentes, ce qui nous a été révélé, c'est qu'effectivement, lorsque au départ, on a beaucoup utilisé le terme de michetonnage, qui a pratiquement disparu dans les discours des adolescentes, le michetonnage est un terme plutôt péjoratif. Qui est vu par les jeunes filles plutôt comme des crasseuses. Donc, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui vont accepter des fellations dans une cave, dans un local technique. Nous avons entendu aussi sur un rond-point, dans un parc. Alors que l'escorting, pour elles, c'est un terme qui est beaucoup plus bling-bling, beaucoup moins péjoratif. Et donc aujourd'hui, elle se nomme beaucoup plus escorte. Mais les deux sont quasiment identiques. C'est simplement en termes de sens où elles vont accorder un sens beaucoup plus positif, et je le dis bien entre guillemets, au niveau du terme escorting. Donc, mais il ne faut pas oublier malgré tout que là, on parle de prostitution des mineurs et que ces adolescentes sont donc des victimes compte tenu déjà de leur âge, de la précarité sociale et économique des milieux familiaux, d'éventuelles violences intrafamiliales, des pères et des clients subis, de la perte de repères culturels et d'une mise en danger de soi qui témoigne d'une altération de l'estime de soi. Donc, je ne rappellerai pas, bien sûr, la loi, parce que Monsieur Thibault l'a nommé tout à l'heure, la prostitution des mineurs est interdite sur le territoire français. Mais l'on va voir, lorsqu'on est au contact de ces adolescentes, que certaines peuvent basculer dans des conduites identifiées comme du proxénétisme par la loi. On les appelle des recruteuses, des proxénètes, mais également nous avons pu entendre le terme de chasseurs de têtes. Sachant que le proxénétisme est défini juridiquement dans l'article 225.5 du Code pénal, et donc qui dispose que le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui,
de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Nous allons voir tout à l'heure dans les parcours que des jeunes filles vont effectivement aider, assister, protéger, tirer profit de la prostitution de d'autres jeunes filles sans pour autant effectivement penser au proxénétisme. Et c'est là où le glissement s'opère sans qu'elles puissent s'en apercevoir. Donc, quand on parle de prostitution des mineurs, qu'est-ce que l'on entend? Quel est cet univers prostitutionnel? Tout d'abord, Arthur Melon, Emmanuel Meunier l'ont très bien dit, c'est-à-dire que les adolescentes ne reconnaissent pas facilement ce qu'elles font. C'est-à-dire que quand les professionnels ont des soupçons de conduite prostitutionnelle, les adolescentes s'y opposent ouvertement, elles sont dans un déni. Et la réaction quand un professionnel va parler frontalement à l'adolescente, tu te prostitues, tout de suite, la jeune fille va s'énerver, va devenir très agressive et va lui dire, mais donc ça veut dire que tu me considères comme une pute. Je ne suis pas une pute. Et là, le lien de confiance qui a été établi avec le professionnel va se rompre. Il va être très difficile après de retravailler avec l'adolescente parce qu'elle va partir du principe qu'on ne la voit plus comme adolescente, mais qu'on va l'identifier comme une prostituée, ce qui est extrêmement violent pour elle. D'où l'importance de pouvoir aborder d'autres questions qui, à un moment donné, nous permettront d'aborder réellement la question de l'acte prostitutionnel ou de ses conduites prostitutionnelles. Donc, on en revient effectivement à ces termes-là. Les adolescents et les adolescentes ne parleront jamais de prostitution ou de proxénétisme. Elles vont donc se dire escortes, effectivement, parce qu'elles maîtrisent. Mais on va souvent entendre le « t'inquiète, je gère » que les professionnels vont bien reconnaître parce qu'on va l'utiliser dans différentes situations. Mais c'est « je vends mon corps », c'est un échange de services. Rapport entre l'adolescente et son client sera inversé. C'est elle qui demande à obtenir les choses, sauf qu'on s'aperçoit très vite que ce n'est pas le cas. Alors, la fille pense maîtriser la situation, mais très vite, la personne qu'elle nomme le pigeon va renverser très vite la situation. Qui gravitent autour de ces adolescentes sont considérées par elles comme des amis, des protecteurs. Les témoignages des professionnels évoquent régulièrement également le lien avec le trafic de stupéfiants. Les trafiquants invitent les filles dans les soirées organisées pour se divertir, mais aussi ce que l'on constate, c'est que certains vont se reconvertir puisque ce qui circule, et dans les faits, c'est que il est plus lucratif de prostituer des adolescentes aujourd'hui et moins dangereux au regard de la loi que de mener à bien un trafic de stupéfiants. Mais ce que l'on entend aussi de la part de professionnels, mais aussi quand on côtoie des adolescentes, c'est qu'on se pose la question de la place de l'argent, qui reste assez obscure, parce qu'on va avoir autant des jeunes filles qui vont disposer de sommes importantes, qui vont pouvoir, si je reprends leur terme, coffrer, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, autant d'autres n'ont pas du tout d'argent. Donc, avant d'aborder les parcours, il est quand même important de contextualiser. C'est-à-dire que lors de nos études, donc à Montreuil et dans certaines structures d'accueil de l'aide sociale à l'enfance, et puis au quotidien auprès des familles que nous accompagnons, donc on a pu ressortir 4 facteurs qui, bien sûr, vont, je pense, évoluer, auxquels d'autres vont s'ajouter au fur et à mesure que l'on poursuit nos études sur la question. Donc, le premier est l'environnement familial qui est fragilisé. Donc, on va avoir des maltraitances verbales, physiques, donc une carence affective et éducative. Donc, parfois, effectivement, il n'y a pas obligatoirement de maltraitance physique, mais on va avoir aussi des carences affectives. Et donc, les adolescentes vont aller combler ce manque affectif à l'extérieur. Une configuration familiale complexe ou déstructurée. Parfois, on va avoir des familles qui vont cumuler un certain nombre de handicaps et que parfois, il est difficile de se concentrer sur l'éducation des enfants.
Le deuxième facteur, c'est le rapport à l'école difficile. On va avoir très vite, en fait, le temps scolaire va être employé et va diminuer pour être utilisé pour le temps prostitutionnel. Donc, on va avoir des jeunes filles qui vont s'absenter, puis qui vont être complètement déscolarisées. Mais des jeunes filles qui ne vont pas bien, donc qui vont être très agressives vis-à-vis des professeurs, qui vont les remettre en question, qui ne vont pas les écouter. Des jeunes filles qui vont prendre du retard de plus en plus dans les apprentissages. Première, n'est pas d'apprendre ou de rester derrière un bureau aujourd'hui. On va avoir en troisième facteur l'absence de prise en charge des traumatismes. Ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que la majorité des jeunes filles ont subi une ou plusieurs agressions sexuelles, ont des traumatismes parfois non révélés. Et donc, s'ils sont non révélés, c'est que le trauma n'a pas été pris en charge. Donc, on a des jeunes filles qui vont cumuler des traumatismes qui vont entrer dans une certaine omerta. Elles ne vont pas parler parce que lors de ces premières agressions, finalement, les personnes qui étaient censées se positionner pour les protéger ne l'ont pas fait. Donc, elles se disent que si mes parents n'ont pas été en capacité de me protéger, si des professionnels qui normalement sont censés me protéger ne l'ont pas fait, pourquoi devrais-je leur faire confiance aujourd'hui et pourquoi devrais-je leur parler? C'est pour ça qu'elles vont se retourner très vite vers les pairs ou vers les réseaux sociaux. Elles vont chercher des réponses, elles vont chercher des solutions en dehors de l'univers adulte parce qu'elles partent du principe que justement l'univers adulte, l'univers des professionnels est complètement déconnecté par rapport à leur réalité aujourd'hui d'adolescentes dans la prostitution. Et Monsieur Melon l'a dit, Monsieur Meunier aussi, effectivement, on a des adultes parfois, parler sexualité, ce n'est pas simple. Elles ont un discours très trash, très dur au niveau de la sexualité. D'où les mots importants employés dans le michetomètre. Dire que moi, l'ayant présenté à ces adolescentes-là, elles se reconnaissent dans ces mots, des mots qui vont heurter, qui vont peut-être créer un état de sidération au niveau des professionnels, mais il faut bien prendre en compte que c'est leur réalité aujourd'hui. Et leur réalité, pourquoi? Le quatrième facteur, c'est effectivement les réseaux sociaux et la société de consommation dans laquelle on vit. Donc, ce sont des jeunes qui sont dans cette culture des émissions de télé-réalité, qui suivent des influenceurs, des influenceuses, qui sont connectés H24, Snap, Insta, qui créent leurs propres pubs, leurs propres stories. Et donc, tout cet univers-là, en fait, va prendre le pas sur l'univers scolaire, sur l'univers familial, sur l'univers des pairs. Et donc, elles vont complètement s'isoler pour rentrer dans cet univers prostitutionnel. Et ça va être un échappatoire, en fait, à la réalité familiale, économique et sociale dans laquelle elle évolue. Et vous entendrez souvent, on faire de l'argent facile. Quand on intervient dans les établissements scolaires, voilà ce qu'on nous dit. Non, mais aujourd'hui, l'argent est important. Donc, pour se faire de l'argent facile, on a cette solution, ou soit vendre du cannabis. Et quand on accentue sur la question de mais qu'est-ce que ça veut dire facile, le facile c'est facile à obtenir en fait. Donc les parcours. Alors on va évoquer trois situations. Ces trois situations émergent de l'accompagnement que j'ai avec des adolescentes en situation de prostitution, mais aussi des adolescentes que j'ai rencontrées lors d'entretiens dans le cadre des études. Donc la première, c'est le contact via Snapchat. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Je vais vous raconter la situation de Nadia. Nadia vient d'avoir 19 ans, elle est dans la prostitution depuis ses 16 ans. Aujourd'hui, elle est, dans leur jargon, considérée comme une jeune fille expérimentée. Elle est avec un garçon qui est plus âgé qu'elle. En fait, sur Snap, elle est contactée régulièrement, soit par des adolescentes, soit par des jeunes femmes, et je reprends leurs propos, qui veulent bosser. Elles veulent.
mais elles ne savent pas que faire. Et donc, elles vont s'appuyer sur cette jeune fille-là qui va les mettre en contact avec un garçon. Ou alors, elle va les garder sous son aile pendant un temps pour, en gros, être dans une phase d'apprentissage. Donc, je suis consciente que mes propos choquent, mais nous sommes dans un univers particulier où des adolescentes s'expriment de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que je sois dans le mimétisme et que je cautionne les actes posés, mais il faut avoir cette réalité bien en tête. Comment cela se passe? Donc Nadia, je parcours toute l'Île-de-France pour la chercher, pour pouvoir échanger avec elle, pour travailler sur une sortie de la prostitution. Donc, comment cela se passe? Eh bien, effectivement, ces adolescentes, ces jeunes femmes prennent contact sur Snap avec une jeune fille qui a une certaine réputation. Et donc, tout se passe dans le virtuel, puis à un moment donné, il va y avoir un passage dans le réel, une rencontre. Dans les trois situations, il faut bien prendre conscience que la rencontre, en majuscule, est extrêmement importante, puisque c'est celle qui va décider du parcours de l'adolescente. Donc, dans cette rencontre, donc cette jeune fille va rencontrer Nadia. Nadia va l'intégrer au duo qu'elle forme avec ce garçon. Et donc, ils vont intégrer un appartement Airbnb. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adolescents qui fonctionnent un peu comme un duo, un garçon plus âgé, une fille, et qui va voyager d'appartement Airbnb, d'hôtel à hôtel. Chaque fille va avoir sa chambre, va accueillir le client, le ou les clients. C'est une organisation qui est très calculée, très paramétrée. Donc la fille, elle, va être en relation avec les clients, donc bien la relation physique, mais aussi la relation téléphonique. C'est elle qui a le téléphone, les clients l'appellent, elle organise le rendez-vous. Et puis, elle va accueillir le client dans cette chambre-là. Le garçon, lui, son rôle, ça va être de prendre les photos, de créer les annonces, de louer l'appartement, de louer la voiture, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. Donc, il faut louer des véhicules ou prendre des hitches. Parfois, effectivement, être en contact avec les clients. Donc, achète la nourriture. Et effectivement, il y a toujours, entre guillemets, ce terme de protecteur, protéger les filles. Donc, en fait, là, dans ce parcours-là, le garçon va s'occuper de toute la logistique. Et la fille, son rôle n'est que de s'occuper du client. La répartition de l'argent, c'est du 50-50. Mais Excuse-moi, Katia. Comment? Excuse-moi, Katia, il te reste 5 minutes. Ah, d'accord, très vite. Dans la relation, on va voir que le garçon devient le petit copain, que le rôle de la fille, c'est de mettre à l'aise les clients. Donc, les tarifs sont plus ou moins élevés en fonction du temps. Et il va y avoir effectivement plusieurs conduites à avoir avec le client. La deuxième situation, ben là, on va se retrouver avec des groupes de jeunes filles et on va retrouver Nadia parce qu'on va se rendre compte que dans les parcours, ben les filles, dans ce parcours-là, il va y avoir plusieurs étapes. Et là, en fait, ce sont des jeunes filles qui vont se rencontrer, qui vont s'unir. Il n'y a pas de garçons et elles vont s'autogérer entre elles, mais il va y avoir énormément de mouvements. Et elles ne vont prendre un garçon que pour se protéger parce qu'il apparaît aujourd'hui que des garçons ont bien compris que la prostitution des mineurs pouvait s'organiser qu'entre jeunes filles et que c'était des jeunes filles qui on pouvait braquer facilement. Donc, ils vont se faire passer pour des clients, mais aussi les veilleurs de nuit dans les hôtels, les agents de sécurité vont repérer ces adolescentes-là, vont passer des coups de fil, des garçons vont descendre et vont complètement les dépouiller. Et ils savent très bien que finalement, ces jeunes filles ne porteront jamais plainte d'une parce qu'elles sont mineures et que de deux, elles ne pourront jamais justifier de l'argent qu'elles ont avec elles. La troisième situation, ben là, on la connaît tous, hein, puisqu'elle est très médiatisée. Ce sont les adolescentes qui sont dans un réseau de proxénétisme. Donc, rentrer soit par un pseudo petit copain ou à travers les réseaux sociaux. Elles vont très vite rentrer dans cet engrenage et être sous l'emprise de garçons. Et là, par contre, on n'est plus du tout dans une gestion comme les autres parcours. Il va y avoir une strate un petit peu comme le deal. Là, c'est le garçon qui va tout gérer. Et la fille, elle, n'aura rien du tout. Les filles vont être séquestrées, vont subir
les assauts des hommes. Enfin, elles vont subir les relations sexuelles de ces hommes. Elles n'auront pas un mot à dire. Elles ne gèrent strictement rien. Et c'est couplé à des violences physiques et verbales, et aussi avec un nombre important au niveau des addictions alcool, cannabis. Euh, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des filles qui très vite peuvent glisser de la prostitution vers le proxénétisme. Pourquoi et comment? Elles s'en aperçoivent pas. Pour elles, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, Nadia, pour elle, c'est de l'entraide, c'est de la protection. Il faut soutenir ces jeunes filles-là en les outillant, en fait, dans la pratique. Mais en fait, nous, on le voit comme de la redevabilité, de l'emprise et de la dépendance. Effectivement, les filles ne vont pas réussir, elles se sentent redevables parce qu'elles-mêmes, on les a aidées, elles-mêmes, on les a soutenues, mais elles ne comprennent pas que c'est franchement de l'emprise. Elles le font aussi pour répondre à une demande des proxénètes. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, les proxénètes recherchent de la chair fraîche également. Ça, ce sont les termes qui sont employés par les jeunes. En fait, on va jouer sur le chantage affectif. C'est-à-dire que la jeune fille, pour être reconnue et garder sa place auprès de ce pseudo petit copain qui est le proxénète, elle va l'écouter et elle va essayer de satisfaire ses demandes, ses désirs, et donc elle va recruter des adolescentes. Pour certaines, ça leur permet de diminuer la pratique prostitutionnelle, voire de l'arrêter. Et puis, j'ai rencontré aussi des jeunes filles qui ont grandi dans un univers prostitutionnel. La mère est prostituée ou le père est proxénète. Et donc, elles ne veulent pas passer par la case prostitution. Elles ne veulent pas se considérer comme des victimes. Et donc, elles veulent passer directement au statut de proxénète. En conclusion, je voulais quand même dire qu'il y a des facteurs de sortie, puisque nous accompagnons des adolescentes en sortie de prostitution. Donc, il y a tout d'abord la bonne prise en charge, le bon placement. Cela veut dire quoi? C'est la rencontre avec un ou une professionnelle et la mise en œuvre d'une relation de confiance. À partir du moment où cette relation de confiance est mise en œuvre, la jeune va pouvoir se confier et pouvoir accepter en fait les propositions qui sont faites par le ou la professionnelle. C'est le contrat, ça peut être le contrat jeune majeur, l'éloignement dans un autre département. On a pu constater aussi que les structures d'accueil d'urgence ne sont pas un lieu protecteur pour ces jeunes filles-là. Mais il y a aussi l'humiliation de trop, c'est-à-dire que l'adolescente va s'apercevoir qu'il y a le coup de trop, la violence de trop, le client de trop, le manque d'attention du garçon qui vont faire qu'à un moment donné, elle va vouloir s'arrêter. Et puis, il y a la rencontre amoureuse. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Katia. Alors, déjà, on va faire remonter un certain nombre de questions. Et c'est vrai que si tu peux fermer. J'essaie. Oui, oui. J'essaie. Voilà. Donc, c'est vrai que la présence sur un même document de la question de la prostitution, de celle du proxénétisme, a, semble-t-il, surpris un certain nombre de personnes, parce qu'a priori, ces deux choses, on voit des victimes d'un côté, des agresseurs, et effectivement, cette question de zone grise, où à un moment, des jeunes filles vont basculer dans le proxénétisme, c'est une des singularités de votre outil. Peut-être Arthur. Oui, effectivement, ça peut-être surprendre de voir ces deux réalités sur le même document. Malheureusement, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, partie civile dans beaucoup de procès de proxénétisme aggravé, et on constate de plus en plus qu'il y a sur le banc des prévenus, sur le banc des accusés, des jeunes filles qui sont poursuivies pour proxénétisme. Mais on sait très bien que si le procès s'était tenu 2 ans auparavant, elles ne seraient pas du côté du banc des accusés, mais du côté des parties civiles, parce qu'elles ont été elles-mêmes exploitées. Et c'est dans une perspective soit de se protéger, comme disait Katia Baudry, soit dans une volonté de rendre service sans se rendre compte de la gravité des actes, qu'elles sont passées du mauvais côté au niveau de la justice. C'est exactement ce qu'on peut aussi constater dans le cas des filières de traite nigérianes, où on sait pertinemment que les mamas qui dirigent un groupe de filles ont elles-mêmes, 20 ans auparavant, été exactement dans la même situation.
Et donc, c'est important d'avoir cette réalité parce que de notre point de vue, les auteurs de proxénétisme sont aussi un élément à prendre en considération dans la lutte contre la prostitution, non seulement évidemment pour prévenir les actes, mais aussi parce que ce sont des personnes à aider, c'est aussi des personnes en souffrance, c'est aussi des personnes qui ont vécu des traumatismes, des violences, c'est aussi des personnes qui ont des addictions, donc il ne faut pas les oublier, c'est un élément essentiel. Alors, une autre chose, c'est, on nous dit, vous parlez des adolescentes et les adolescents, et on nous fait observer que finalement, que des garçons, peut-être même beaucoup, se prostituent, mais qu'on en parle très peu. Oui, question très taboue. Pour le moment, on évoque la prostitution des mineurs, effectivement. Dans la majorité des situations identifiées et repérées, cela concerne des adolescentes. Mais on sait qu'il y a des garçons, mais effectivement, c'est encore moins visible et encore plus tabou que les adolescents. Donc, c'est très difficile. On essaie de pouvoir les aborder, de pouvoir comprendre mais c'est voilà, aujourd'hui non, c'est plutôt tabou. On en parle et par exemple quand on intervient dans les établissements scolaires, on nous dit mais non, ça n'existe pas, madame. Il n'y a que les filles qui se prostituent. Un garçon ne peut pas se prostituer, par exemple. Donc, c'est une censure qui se fait, enfin, une impossibilité de le voir, qui se situe aussi bien du côté des jeunes que, et c'est vrai que c'est très dissimulé, je pense, au niveau des adolescents. Enfin, encore qu'il y avait quelques garçons qui revendiquaient une prostitution avec des femmes. On m'avait Oui. fait remonter ce type de témoignages, mais c'est vrai que la prostitution masculine, elle est enfin avec des hommes et fait l'objet d'une très forte censure. Une autre remarque, donc c'est Swad, merci pour cette conférence de qualité. Beaucoup d'éléments communs avec les mécanismes d'embrigadement, de radicalisation. Vous faire réagir comment? Katia, est-ce que tu veux commencer ou... Non, vas-y. Effectivement, c'est une remarque qui revient souvent, notamment lors des formations, lorsque je présente les signes de repérage, on nous dit « Ah bah c'est à peu près les mêmes signes que vous avez donnés pour la radicalisation, pour d'autres types de problématiques liées à l'adolescence ». Et pour moi, c'est absolument pas surprenant parce que je pense que la prostitution, c'est intéressant dans certains contextes de la comprendre comme un symptôme. Tout à l'heure, Katia a montré les différents facteurs fragilisants qui expliquent la prostitution. Ça montre bien qu'au-delà du fait prostitutionnel, il y a vraiment un vécu, il y a des problématiques très profondément ancrées dans la vie et le parcours du jeune, et que la prostitution n'est que le révélateur, n'est que la partie la plus visible, flagrante, violente de ce mal-être, de ces difficultés vécues par le jeune. Il y a évidemment au niveau de la société des facteurs qui peuvent favoriser, glamouriser la prostitution. Il y a évidemment le patriarcat, il y a la glamourisation, les fésayas, il y a ce qu'on veut, mais ces structures qui glamourisent la prostitution ne vont pas se révéler chez tous les adolescents et se manifester chez tous les adolescents par des conduites prostitutionnelles. Ça va concerner des adolescents qui présentent des vulnérabilités particulières, qui présentent des fragilités, un manque d'estime personnelle, des traumatismes, etc. Donc, ces signes de repérage, ils concernent des adolescents en souffrance, tout simplement. Ils concernent des adolescents qui ont une blessure et qui cherchent par des conduites à risque ou à travers des rencontres nocives à aller mieux, à s'intégrer, à trouver du réconfort, à atténuer leur souffrance. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, et c'est ce qui a justifié aussi dans notre liste des structures qui peuvent aider dans le Michtomètre, qu'on n'a pas voulu réduire ça à la prostitution parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui présentent des problématiques multiples, complexes, et qu'il y a plein de portes d'entrée à partir desquelles on peut entrer en relation de confiance avec le jeune. Alors, retour sur aussi un point qui a été abordé et qui n'a pas laissé satisfait. Vous avez dit que certains coffrent, mais que d'autres ont rien. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus
sur cette Oui. comment certains réseaux permettent à des jeunes filles de se procurer de l'argent et d'autres, bah non, c'est de l'exploitation à outrance, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes filles, moi, les jeunes filles que j'ai rencontrées qui sont en situation de prostitution et qui disent pouvoir coffrer, ce sont des jeunes filles qui généralement sont avec un garçon et qui sont dans une relation de 50-50. Ce sont des adolescentes qui ont 16, 17, 18 ans, qui ont déjà un parcours dans la prostitution et qui sont passées en amont par, quand tout à l'heure je disais aussi qu'il y avait les parcours n'est pas linéaire, comme Nadia, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui, au préalable, ont commencé dans un réseau, qui effectivement se sont aperçues mais qu'elles n'avaient rien, qu'elles étaient exploitées. Certains leur disent mais non, je le mets de côté, je le garde pour toi. Quand tu en auras besoin, je te le donnerai. Et elles s'aperçoivent au final que quand elles ont besoin d'argent et qu'elles vont vers ces personnes en disant bah là j'aimerais bien récupérer mon argent, ça c'était le discours par exemple de Jennifer 17 ans qui a commencé comme ça. Et le garçon lui a dit ah ben non, je n'ai plus cet argent-là. Et donc elle s'est dit mais pourquoi je devrais rester avec cet homme-là? Et donc elle entre guillemets elle travaille et c'est très dur comme terme employé, mais on va dire qu'elle reste dans la prostitution et elle agit seule. Et là elle a cet argent. Et quand je parle de jeunes filles qui n'ont rien, là ce sont des jeunes filles qui sont effectivement dans un réseau l'on appelle beaucoup, que les médias appellent et que la justice appelle le proxénétisme des cités, où là, ce sont des jeunes filles qui sont complètement exploitées, qui sont violentées, qui sont séquestrées, euh, qui sont en relation avec des clients, mais c'est le proxénète qui récupère l'argent, ou du moins, si ce n'est le proxénète dans un premier temps, quand on voit les strates, c'est le garçon qui est en dessous qui a ce rôle de comptable ou d'agent de sécurité qui va récupérer l'argent. Et la fille n'aura pas un centime. Et donc c'est pour ça quand on parle que c'est un peu difficile en fait, parce qu'il y a des travailleurs sociaux qui vont nous dire mais non, on comprend pas. Elle a des accessoires de luxe parce qu'on parle d'argent, mais il y a des jeunes filles qui ont des sacs, il y a des jeunes filles qui ont des vêtements, des accessoires. Mais il faut prendre conscience qu'on a aussi des jeunes filles qui n'ont strictement rien du tout. Alors, c'est vrai que derrière l'apparence de modernité autour des réseaux sociaux, etc., finalement, les vieilles figures hein, des années 30 et même d'avant dans la prostitution, c'est-à-dire le Julot casse-croûte, le type qui a une ou deux filles avec qui vit avec, enfin, le degré zéro de la pègre, quoi, et finalement, c'est un peu les bras cassés du trafic qui se replient aussi sur ce type de. C'est comme ça, mais qui ont une relation avec une, peut-être deux filles, ce qu'ils appelaient une doublure dans les années 30. Et puis de l'autre côté, des choses qui sont extrêmement brutales. Finalement, on le retrouve, mais ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par des sites comme Sex Model, mais en fin de compte, c'est vraiment du recyclage du très très ancien pour. Alors, une autre question qui vient de la Maison des ados. Nous avons en tête que les jeunes filles viennent de familles plutôt en difficulté, qui ont vécu des violences. Mais nous avons l'impression aussi que des jeunes filles entrent dans ces pratiques sans correspondre à ce schéma. Le constatez-vous? Arthur ? Oui, c'est pour ça que je parlais de carence affective. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est avec des adolescents, des adolescentes qui recherchent leur identité, qui sont confrontés, qui confrontent les valeurs familiales à la valeur de la société, qui sont dans cet entre-deux, qui se cherchent. Et on va aller chercher à l'extérieur. Et donc on n'est pas obligatoirement effectivement victime de violence. Mais physique ou verbale, mais c'est une toute autre violence qui est une violence aussi sociétale, où on va créer de la frustration aussi chez des adolescents et que on n'arrive pas à combler cette frustration, donc on va aussi aller chercher à l'extérieur
pour voir si on peut obtenir quelque chose. Mais c'est vrai que nous, on a des situations où on a des jeunes qui sont aussi voilà, en carence affective et qui vont aller chercher cette affection à l'extérieur. Et la violence arrive après. Alors, oui, j'aimerais donner aussi juste un exemple. Il y a au début de l'année un livre autobiographique qui est sorti qui s'appelle Papa vient me chercher, qui est par Thierry Delcroix et sa fille Nina. Ce livre, il est intéressant parce que déjà, c'est le témoignage d'une fille et de son père et les regards sont croisés. Et puis, ça va à l'encontre des idées reçues selon laquelle la prostitution, ça ne concerne que les milieux modestes parce qu'il s'agit d'une famille bourgeoise avec des 2 parents chefs d'entreprise dans le nord de la France et leur fille est tombée dans la prostitution à 15 ans. Et quels ont été les facteurs qui ont poussé à ça? C'est que la jeune fille a été harcelée dans le milieu scolaire dès la primaire parce que du point de vue de son apparence physique, elle était différente de tous ses camarades parce que sa mère est d'origine asiatique, donc elle a un physique eurasien. Ce qui a tout de suite créé un isolement de la jeune fille dès la primaire qui n'avait pas d'amis et qui recherchait du réconfort sur Internet. Et sur Internet, évidemment, les hommes avec qui elle était en contact donnaient de l'affection, disaient tu es belle, envoie-nous des photos. Donc elle s'est mise en scène de manière érotique, de manière très précoce sur Internet. Et pour elle, ça a été du coup une association très forte pour être aimée, il faut aussi jouer de son corps. Elle a, lors de ses 15 ans, été victime d'un viol. Elle a eu un complet trou noir, elle ne se souvient de rien, et elle dit qu'elle s'est sentie complètement souillée à partir de là et qu'il y a eu vraiment une scission entre elle et son corps. Par-dessus ça se rajoute au fil du temps une addiction au cannabis. Je passe sur les multiples fugues qu'elle a faites. Et lorsqu'elle veut définitivement prendre son autonomie et cherche à avoir une indépendance financière, elle contacte les personnes qui lui vendent du cannabis et demande à travailler. Et elle pensait qu'on allait lui proposer de vendre du cannabis. Mais non, les garçons disent le trafic c'est pour les mecs, pour les filles c'est le tapin. Et elle ne savait même pas ce que ça voulait dire le tapin. Et finalement, elle s'est fait tester par 2 des trafiquants et immédiatement elle a mis des annonces sur Internet. Et quand elle explique à chaque fois le fait qu'elle retourne à la prostitution, qu'elle quitte le foyer, elle parle de ce goût de la liberté, elle cherche la liberté et finalement elle dit qu'elle est amoureuse de l'argent et qu'elle est devenue addicte à l'argent, mais elle dit qu'avant tout c'est ce besoin incompréhensible de devoir s'échapper, de devoir aller chercher cette liberté qu'elle n'arrive pas à trouver. Donc je vous recommande de lire ce livre. Papa vient me chercher. L'AEMO Mora, qui justement pose une question, d'une part fait une remarque, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler avec les réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok pour essayer de réguler quelque chose, hein. Aussi une remarque d'un psychologue qui dit finalement il faut qu'on puisse en parler à une plus grande à échelle et il évoque les écrans dans les trains franciliens. Est-ce que finalement il n'y aurait pas des messages aussi à faire circuler beaucoup plus largement? Et puis une autre question plus précise de l'AEMO Morar, c'est comment associer les parents à l'accompagnement de ces jeunes filles? Puisque tu évoquais la question du faut de travail avec les familles, l'un et l'autre d'ailleurs. Oui, dans cette situation-là, il est important de travailler avec les parents. Moi, je vais donner l'exemple de Safia. Pareil, ce sont des parents classe moyenne, propriétaires de leur pavillon, jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Elle a été effectivement à ses 16 ans victime d'harcèlement non repéré. Et puis, elle a rencontré des adolescentes qui lui ont dit, écoute, viens, nous, on sait ce que tu as vécu, on comprend, viens avec nous, on va te montrer autre chose. Elle a suivi. Et cette maman a vu sa fille très vite s'inscrire dans ces pratiques-là. Comment? Eh bien, ce que moi je nomme les parents détectives. C'est-à-dire qu'on a des parents qui vont agir
comme la police. Ce sont des enquêteurs. Ils vont aller d'abord se renseigner au niveau de l'école. Ils vont se renseigner au niveau des copains, des copines de leurs enfants. Ils vont aller sur Internet. Ils vont poser des affiches. Sur Internet, ils vont créer un compte Snap avec un pseudo. Ils vont aller sur Instagram. Ils vont même aller sur les sites de rencontres. Donc, vous parliez tout à l'heure de sexmodel.com ou Annonce. Ils vont aller sur ces sites-là. Ils vont rechercher leur fille. Et la maman de Safia, elle a retrouvé sa fille. Donc, imaginez la violence pour les parents de tomber sur des photos de leur fille. Et naïvement, au départ, moi, je leur dis, mais comment vous pouvez reconnaître votre enfant? Parce qu'en fait, sur les photos, quand vous les regardez, quand elles sont mineures, on ne voit pas la tête, en fait. On voit le postérieur, on les voit de dos, en sous-vêtements. Elle me dit, mais je reconnais le corps de ma fille. Donc, on a des parents, voilà, qui vont vivre cette situation-là, des couples qui vont imploser. À un moment donné, cette maman me dit, donc on a travaillé 1 an avec elle, 1 an d'échange, 1 an de discussion, parce qu'elle avait vu tellement de choses de sa fille, qu'un jour elle me dit, mais de toute façon, ma fille est une pute. Donc, comme elle est une pute, je vais la considérer et je vais la traiter comme une pute. Et je n'ouvrirai pas ma porte. Elle m'a fait trop de mal. De toute façon, elle veut pas m'écouter. Et notre travail, ça a été de lui faire comprendre que non, votre fille est une victime. On lui a expliqué tout le processus. Votre fille est une victime. Elle ne le fait pas de manière volontaire, malgré ce que vous voyez sur les photos, malgré ce que vous voyez sur les vidéos. Parce qu'elle voyait sa fille dans de belles voitures ou dans de beaux appartements avec des liasses de billets. C'était la fête. On avait l'impression qu'elle était heureuse, que tout allait bien. Et donc, sa fille a été en fugue 2 ans. Sur les 2 ans, séquestrée par 2 proxénètes. Eh bien, il y a 1 mois, j'ai reçu un message de ma maman, un dimanche matin, me disant tu vas être fière de moi, j'ai ouvert la porte à ma fille. Et c'était là une victoire parce que cette maman qui ne voulait pas ouvrir la porte à sa fille pour l'accueillir, la jeune fille, malgré tout, est revenue. Elle est rentrée, la maman l'a acceptée. Aujourd'hui, cette jeune fille, elle est rescolarisée. Ce que je veux dire, c'est l'importance des parents. Parce que ce qu'on a pu nous reprocher, et je m'arrêterai là, c'est pourquoi travailler avec les parents puisque les parents sont maltraitants. Donc, on ne va pas travailler avec les parents. Maintenant, parce que les filles, quand elles sont en fugue ou quand elles sont vraiment en grande détresse, elles reviennent où? Elles reviennent au domicile familial. Donc, je veux pas dire que ce soit faisable pour tous les parents, mais il y a un travail nécessaire avec les parents. Alors, une remarque du centre Hubertine Auclair qui dit des choses très positives sur cette conférence, mais qui se demande quand même si il n'y aurait pas intérêt sur le michetonnage, parce qu'il faut s'intéresser finalement aux violences qu'elles ont subies, d'intégrer dans le michetomètre des définitions plus précises de violence, agression sexuelle. Est-ce que ça ne mériterait pas d'être aussi une autre section? Oui, je comprends cette observation. On n'a pas fait ce choix parce que on a considéré qu'il fallait limiter le risque que le michetomètre soit violent psychologiquement aux yeux des adolescents et que nommer un viol quand ce n'est pas dans le bon contexte et c'est trop tôt, ou nommer la prostitution quand c'est pas dans le bon contexte et c'est trop tôt, ça peut être un frein au dialogue entre le professionnel et l'adolescent. Donc on a vraiment pensé le michetomètre non pas pour que lorsque l'adolescent le lise, il comprenne tout de suite « Ah, en fait, je suis victime d'exploitation, je suis victime de violence », mais on a conçu le michetomètre pour que l'adolescent ou l'adolescente se dise « Visiblement, c'est un sujet dont je peux parler et le professionnel qui me l'a donné ou l'endroit dans lequel je l'ai pris, visiblement, c'est un endroit où on va accueillir cette parole parce qu'on accepte de parler. » Et c'est ensuite au professionnel de faire dans son travail de relation de confiance, de savoir jauger, juger le bon moment, les bons mots pour nommer cette violence, parce qu'on ne peut pas tout de suite, pour tout le monde, on ne peut pas tout de suite exprimer ça. N'oublions pas que les adolescentes en situation de prostitution, très souvent, se posent en tant que sujet et n'ont pas du tout envie de s'entendre dire qu'elles sont victimes. C'est la dernière chose qu'elles ont envie d'entendre, parce qu'au contraire, pour relever la tête,
elles ont envie de revendiquer le fait qu'elles sont libres et qu'elles font ce qu'elles veulent. Donc, ça peut être violent de dire que non, t'es pas escort girl, t'es une victime de prostitution et t'es violée. Donc, on fait vraiment ça. Le michtomètre, c'est un coup de pouce pour provoquer une relation, faciliter le dialogue, mais c'est ensuite aux professionnels de faire ce travail délicat. Donc, c'est vrai qu'elles subissent toutefois quand même pas mal de violences, y compris parfois des raquettes. Il y a des garçons qui repèrent ces jeunes filles et qui viennent, qui prennent un rendez-vous comme clients, mais c'est pour les dépouiller. Donc c'est vrai qu'elles sont objectivement dans une situation de. Et une autre remarque du centre Bertine-Leclerc qui demande est-ce qu'on est capable d'estimer le pourcentage de jeunes filles qui glissent de la prostitution au proxénétisme. Alors c'est vrai qu'on est en grande difficulté pour estimer le nombre de jeunes filles. On parle de 10 000 aujourd'hui, jeunes filles qui seraient dans ces pratiques. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quel pourcentage glisse vers le proxénétisme en fait? Là, peut-être que Katia serait plus à même de répondre parce qu'elle mène son travail de recherche actuellement, mais je dirais simplement que, effectivement, comme on a déjà du mal à quantifier le nombre d'adolescents ou de mineurs concernés par la prostitution, c'est très difficile de quantifier la part d'entre eux qui vont commettre des actes de proxénétisme. En général, les seuls chiffres qu'on a sur le proxénétisme, ce sont des chiffres qui proviennent des services d'enquête, de la justice, et on sait pertinemment qu'ils ne sont pas du tout un reflet de la réalité. Et d'ailleurs, ils admettent eux-mêmes que ce n'est pas un reflet de la réalité. Pour vous donner ne serait-ce qu'un exemple, comment comptabiliser le nombre de camarades de classe au collège ou au lycée qui disent à leurs copines ah, tu sais, j'ai sucé tel garçon pour 20 euros, tu devrais faire pareil. Franchement, ça permet de se faire de l'argent rapidement. Ça ne sera jamais porté à la connaissance de la justice ou très difficilement. Pourtant, c'est un acte de proxénétisme. Donc, c'est très compliqué de chiffrer. Je dirais que je n'ai pas forcément de réponse non plus parce qu'effectivement, c'est extrêmement difficile à quantifier puisque les jeunes filles déjà ne l'identifient pas. Donc, il faut vraiment être en contact avec ces adolescentes-là pour essayer de comprendre un petit peu leur parcours et de voir effectivement ces phénomènes de proxénétisme. Tout ce que je sais, c'est peut-être au niveau de la PJJ où là, on peut s'apercevoir puisque généralement, les jeunes filles qu'ils peuvent accueillir ou les jeunes garçons souvent la porte d'entrée n'est pas le proxénétisme, c'est plutôt les actes de violence. Et de ces actes de violence-là, on va pouvoir repérer les situations de proxénétisme. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas quantifier ce phénomène. Alors, une dernière question, parce qu'il faut bien qu'on conclue, mais c'est vrai qu'il y a un troisième acteur dont on a que très peu évoqué, qui est le client. Même s'il était un petit peu évoqué par le fait que dans les annonces, il y a de manière codée une manière de signaler qu'une prostituée mineure, c'est de ne pas faire apparaître son visage, et qu'il y a évidemment des clients qui recherchent activement des mineurs. Et il y a aussi, quand tu évoquais la question de la séquestration d'un certain nombre de jeunes filles, il y a des clients donc qui se rendent dans des lieux où ça ne doit pas être très mystérieux que ces gamines sont séquestrées, maltraitées, et que ça dérange, semble-t-il, pas du tout. Donc, finalement, quelle est la place du client et aussi en termes de poursuites judiciaires? Peut-être Arthur, qu'est-ce que tu as observé puisque votre association se porte partie civile? On regrette le fait qu'il y a visiblement très peu de clients qui sont poursuivis pour leur achat d'actes sexuels. C'est difficile là aussi de quantifier parce que il se peut que la plupart du temps, ils soient jugés en comparution immédiate et que du coup, il faut pouvoir être dans les 24 heures, 48 heures, être au courant et se rendre dans les tribunaux. Donc, c'est pas facile. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une très faible part d'entre eux qui sont poursuivis. Ce qui rend les choses plus faciles avec la loi de 2016, c'est que auparavant, si on n'arrivait pas à prouver que le client avait connaissance de la minorité de la victime, il n'y avait pas d'infraction. Désormais, on peut quand même au moins poursuivre le client sur la base de la loi de 2016 qui pénalise aussi l'achat d'actes sexuels auprès de personnes majeures. Mais effectivement, c'est un acteur essentiel parce que s'il n'y avait pas de prostitution, il n'y aurait pas s'il n'y avait pas de client, pardon, il n'y aurait pas de prostitution. Et puis, je pense que ce qui doit surtout nous interpeller parmi les clients de prostitution, c'est que ça concerne quand même une écrasante majorité d'hommes, ce qui montre bien que la prostitution a un ressort quand même
fondamentalement patriarcale, à rebours de tout ce qu'on pense sur l'ascension sociale et le féminisme qui pourrait passer par la vente de son corps. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans un profil, c'est un terme qu'on apprécie pas du tout. Voilà, on a des adolescentes qui peuvent avoir effectivement des clients, des hommes de classe supérieure, comme des clients. Voilà, en fait, on a un éventail très large au niveau des clients. Et cela dépend aussi du territoire, de l'accès au territoire par ces adolescentes-là. C'est-à-dire que certaines vont identifier que dans tel département, eh bien, ils vont pouvoir avoir des clients avec un portefeuille plus important et obtenir plus d'argent. Donc, on a des jeunes filles qui peuvent avoir des clients, ça peut être des avocats, des médecins, des juges, voilà, des chefs d'entreprise. Et donc, c'est cette question aussi à se poser aujourd'hui. Comment aujourd'hui ces personnes, ces hommes vont rechercher effectivement de très jeunes filles. J'en reviens encore par rapport aux clients, mais effectivement par rapport à ce patriarcat, mais ce mal-être aujourd'hui des adolescentes. C'est-à-dire que majoritairement, les adolescentes aujourd'hui, et là je vous parle de jeunes filles qui sont en classe de 4e, 3e, donc 14 ans, 15 ans, voire 13 ans, quand ils vous interpellent en disant mais madame, on peut être dans un bus, on peut être dans la rue, on peut être dans un centre commercial, et il y a des hommes, alors elles disent des vieux, viennent nous interpeller, nous demandent notre Snap, nous demandent notre 06. Et là, c'est par contre extrêmement inquiétant pour intervenir dans plus de 15 établissements aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Majoritairement, cela revient constamment. Les filles sont inquiètes, ne se sentent pas protégées parce qu'à tout moment, elles peuvent être abordées par des hommes et on fait fi de leur minorité, de leur âge. Une dernière question du Centre Hubertine Clerc. Est-ce que donc cet outil, il est recommandé qu'il soit communiqué par un professionnel ou est-ce que les jeunes peuvent se l'approprier? Évidemment, pas tous les jeunes. Je pense que le michtomètre, il doit pas être mis entre les mains de trop jeunes enfants. Ça serait pas pertinent, ça pourrait être contre-productif. Je pense qu'il peut être mis à disposition d'endroits fréquentés par des adolescents à partir, je sais pas, de la 4e, de la 3e. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est un outil qui peut être utilisé de la manière qui sera jugée la plus pertinente par le professionnel. Si un professionnel sent avec un ado qu'il n'est pas prêt à le voir et qu'il vaut mieux pas lui remettre, il faut pas le faire. Si le professionnel, au contraire, a le sentiment que la maturité est là, la réflexion est là pour pouvoir, sans risque, le remettre à un adolescent, alors c'est au professionnel de juger. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer d'un travail au cas par cas dans ces sujets si difficiles. Aucun outil ne fonctionne pour tous les adolescents et il faut éviter d'avoir une méthode trop systématique quand on est dans l'accompagnement de ces jeunes. Donc il faut vraiment faire du cas par cas. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors, on n'a pas pu exploiter toutes les questions. Ça prouve qu'il faudra rééditer ce type de rencontres. Vous avez les coordonnées de la CPE et donc la possibilité de poursuivre le dialogue avec cette association. Je remercie mes collègues Isabelle Janès qui était au décryptage de toutes les questions qui se posaient, Yannick Franciette qui s'est occupé de toute la logistique, et je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont participé à, à cet événement. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci de votre participation.